Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler route du Rhum, pour parler voile. On va revenir sur ce qui s'est passé, journée numéro 8 désormais de cette route du Rhum. Donc on va voir un petit peu ce qui s'est passé pendant cette journée, voir un petit peu les différents classements, voir un petit peu qui s'en sort bien, qui est en difficulté. On va voir les derniers ultimes, enfin les ultimes qui peuvent être en possibilité d'arriver dans les 24 prochaines heures. Et puis la grosse bagarre du côté des Ocean 50, la grosse bagarre du côté des IMOCA également, où ça se resserre énormément. Pareil du côté des Rhum Multi, ça se resserre. En Rhum Mono et en classe 40, on va dire, on est sur des situations qui sont plutôt stabilisées. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à dire qui vous voyez gagner en IMOCA, qui vous voyez gagner, je sais pas, en classe 40 également, en Ocean 50. On va voir si les prédictions seront bonnes. Et puis, n'hésitez pas également à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, surtout que là il va y avoir pas mal de vidéos dans les prochaines heures, notamment la Coupe du Monde 2022 avec les présentations des groupes ABC. Ensuite ça sera DEF demain, et puis les 3-4 derniers groupes ça sera samedi et dimanche. On commence tout de suite cette route du Rhum avec les ultimes. Alors déjà je vais revenir hier sur l'organisation de la route du Rhum qui je trouve est pas bonne. Il y a un vrai problème avec l'organisation de la route du Rhum, je comprends pas. C'est-à-dire que le Vendée Globe, qui pourtant est très compliqué à organiser, un tour du monde, direction de course Jacques Carès la dernière fois. On a par exemple au niveau média, c'est beaucoup plus simple à gérer parce que vous avez les vidéos de bord qui sont accessibles sur le site directement du Vendée Globe, où elles sont grosso modo mises en ligne 1 heure ou 2 heures après que les skippers aient envoyé les vidéos. Alors que sur cette route du Rhum, je crois qu'on est toujours sur des vidéos qui datent du 12 novembre. Les dernières vidéos qui ont été mises en ligne datent, je crois, du 12 novembre. Nous sommes le 17 novembre. Donc c'est un petit peu ridicule. C'est-à-dire qu'il y a 3-4 jours de retard facile au niveau des vidéos mises en ligne. Je trouve que l'organisation, là par exemple aujourd'hui il y a eu le grand direct, je le regarde tous les jours, hein, le direct. Alors déjà hier il n'a pas eu lieu, aucune information qui a été annoncée pour nous dire pourquoi l'émission n'avait pas eu lieu. Je pense que c'était pour suite à l'incident, suite au chavirage du bateau, mais il n'y avait aucune info, c'est-à-dire que on savait pas du tout. On était 74 sur le live de la route du Rhum, à pas savoir ce qui se passait sur YouTube, voilà, à attendre. Alors j'ai attendu 10 minutes, un quart d'heure, et puis après j'ai fait autre chose, hein. Donc ça, je trouve un gros manque de respect au public. Et puis même sur les images, c'est-à-dire que Guadeloupe, la première, a filmé les 2 dernières heures, grosso modo, de Gitana, alors que sur la chaîne officielle de la route du Rhum, on a vu 5 minutes, 6 minutes le bateau. Vraiment les 5-6 dernières minutes, l'arrivée de Gitana, donc je sais pas, c'est un moment, pourquoi Guadeloupe la première avait les images et pas l'organisation. Pourtant les images sont données par l'organisateur, donc normalement l'organisation aurait pu fournir les images, ce qui fait que ça... Bon, on nous parlait de n'importe quoi en plus parce qu'il meublait très très mal du côté de l'animation, donc voilà, ça serait bien que l'organisation soit au niveau de cette course, et je trouve que ce n'est pas le cas. Sur beaucoup, même la vidéo, même par exemple leur direct de 30 minutes, ils parlent quasiment jamais des Rhum Mono, des Rhum Multi, les classes 40, alors qu'il y a une super bagarre en classe 40, que dalle, à part parler des ultimes et des IMOCA, mais il faudra leur rappeler qu'il y a 6 catégories sur la route du Rhum, donc je trouve ça juste un petit peu lamentable. Et puis ouais, les interviews qui mettent un quart d'heure, qui mettent une interview de 10 minutes, qui est surcuté en plus. L'interview de Gabard, ils ont enlevé plein de parties de l'interview de Gabard, notamment quand on lui annonce, quand on lui demande de parler sur les victimes, sur ce qui s'est passé avec le chavirage. Voilà, ils ont enlevé, ils gardent 10 minutes d'interview. Alors je pense que l'interview était beaucoup plus longue, et en plus ils mettent, je sais pas, elle est arrivée ce matin, l'interview de Gabard, donc ils mettent 15 heures, 20 heures pour produire une vidéo. Je trouve ça sensationnel. On commence donc avec les ultimes. Après ce coup de gueule, on commence avec Thomas Coville qui est arrivé. Alors Thomas Coville qui
a vécu quand même une grosse galère hier, on en avait parlé, c'était pas mis en avant par l'organisateur, parce qu'il y a aussi l'organisateur qui ne transmet pas les informations. Tout ça c'est aussi magnifique. Mais du côté de Thomas Coville, c'était compliqué, pris dans des filets de pêche, il a dû plonger, démêler un petit peu tout ce petit bordel sous son bateau. Ça lui a pris 3-4 heures pour pouvoir repartir avec un bon rythme et finir cette course. Thomas Coville qui a dit « J'ai jamais pris autant de plaisir que sur cette course-là ». Et pourtant Thomas Coville il a fait des traversées en solitaire, il en a fait, il a bourlingué depuis 25 ans Thomas Coville. C'est dire voilà que cette course a été très intéressante à suivre, mais également très intéressante pour les skippers avec une belle bagarre entre Caudrelier, Gabard et Coville. Et lui aussi est arrivé sous le record de Francis Joyon. En approche encore 200 000 nautiques, nous avons Idexport. À 250 000 nautiques, nous avons Actual. Normalement, Idexport à 50 000 nautiques. Alors, dire c'est pas beaucoup, mais bon, normalement, Francis Joyon, il sait faire. Je pense qu'il a une petite marge sur Yves Le Blévec, qui en plus est en train de manœuvrer en ce moment. Donc l'écart devrait augmenter de nouveau entre les deux bateaux. Quand on va voir le temps que va réaliser Yves Le Blévec, il faut savoir que ça fait depuis 8 jours que les concurrents sont partis. Donc normalement, il va avoir au moins 20 heures de retard, entre 15 et 20 heures de retard par rapport à son record, voire même plus. Ça montre la performance de Caudrelier, ça montre les progrès qu'ont fait ces bateaux, mais aussi la performance de Caudrelier, parce que il colle quand même, il a mis une peignée au record, ça on pensait que c'était logique, alors que les conditions n'étaient pas favorables à un record, parce que le même skipper sur le même bateau va mettre 20 heures de plus qu'il y a 4 ans, avec pourtant un bateau qu'il connaît encore mieux, je dirais, 4 ans de travail supplémentaire. Alors certes, il a un peu vieilli, mais c'est dire quand même que les conditions n'ont pas été propices à un record, et pourtant ces bateaux sont allés extrêmement vite. Donc ça veut dire, je pense qu'on est capable d'aller en 6 jours et 10 heures sur une course comme ça. Je pense que, voilà, vu le nombre de virements de bord, d'empannage qu'ont réalisé les concurrents, ils ont la capacité de le faire. Donc 5e, Yves Le Blévec. Donc pour ce remake un petit peu de 2018 entre ces deux bateaux. On a ensuite Arthur Levaillant qui est à 845 000 de l'arrivée. Arthur Levaillant qui a fait plutôt une course intéressante. Je l'ai perdu, Arthur Levaillant. Hop là, voilà, qui a fait une course intéressante, qui se retrouve dans une zone avec un peu moins de vent. Il a raté, je pense, à un moment, il a peut-être pas trouvé l'ouverture qu'ont réussi à prendre Francis Joyon et Yves Le Blévec, parce qu'à un moment il collait vraiment Francis Joyon et Yves Le Blévec, et après il a pris d'un coup sur 2-3 journées 200 000, 300 000 de retard très vite. Pendant une journée où il a pris beaucoup de retard parce que il a pas réussi à sentir l'évolution du système météo, je pense, du côté d'Arthur Levaillant. Donc voilà, il y a encore des progrès à faire, mais c'est normal. C'était sa première sur un ultime. On retrouve ensuite donc Armel Lecléache qui est à 1400, 1600, 1000 de l'arrivée. Il navigue plutôt à des bonnes vitesses sur les 24 dernières heures. On voit 12 nœuds 8, mais c'est vrai qu'hier il avait eu une situation vraiment de molle, mais là sur les 4 dernières heures il est à 25 nœuds dans du vent qui est pas extraordinaire. Donc c'est plutôt pas mal ce que fait Armel Lecléache. Il regrettera le problème sur son bateau en début de course. Et puis on retrouve ensuite Romain Pillard qui est 8e. Romain Pillard, mais dans une zone complètement sans vent, là au large des Canaries. Il est en plus assez éloigné de la route idéale, donc ça risque d'être encore un petit peu compliqué pour Romain Pillard qui sera derrière tous les Ocean 50, et il y a peut-être des Rome Multi qui sont au même niveau que lui, voire un petit peu devant lui. Bon, ça fait un peu mal quoi, on est sur un bateau ultime, donc même s'il y a eu un problème technique, il est quand même derrière des Rome Multi pour le moment. On passe à la catégorie Ocean 50, grosse bagarre du côté des Ocean 50, c'est un peu pareil que du côté des IMOCA qu'on verra tout à l'heure. La flotte s'est vraiment resserrée, notamment les 3 premiers. Alors certes, Quentin Vlamin qui est toujours en tête à 1000 nautiques de l'arrivée à peu près, mais derrière Erwan Leroux n'est qu'à 37 000 nautiques, et surtout Sébastien Roch sur Primonial qui est à 44 000 nautiques, c'est-à-dire qu'il a repris 40 000 nautiques en un peu moins de 24 heures depuis le dernier débrief. Et Erwan Leroux aussi a repris une quinzaine de 1000 nautiques sur Quentin Vlaminck qui a perdu
du temps par rapport à ses deux adversaires. Derrière, Armel Tripon, lui, est un peu plus en difficulté. Il a perdu du temps, Armel, 218 000 nautiques de retard. Et comme il faut, Éric Perron qui est parti vraiment au large. Alors certes, il est un peu plus rapide que les hommes qui sont un peu plus proches de l'orthodromie, mais pas suffisamment, je pense, pour reprendre ce retard qu'il a accumulé depuis le début de course, parce que là, il a, on peut dire que c'est des bateaux qui vont à peu près à 25 nœuds, donc il y a 8-9 heures de retard quand même pour Éric Perron potentiellement. Je pense que ça sera compliqué à rattraper. Derrière, on a Gilles Lamiré. Derrière ces hommes-là, donc qui est à 800 000 nautiques dans une zone complètement sans vent. Gilles Lamiré, 1,3 nœuds sur les 24 dernières heures. Il n'a pas du tout avancé. On en avait parlé hier déjà de Gilles Lamiré, mais catastrophe là en termes de conditions climatiques. Il faut le rappeler quand même, mais les ultimes ont eu des conditions compliquées sur les 3-4 premiers jours, et puis ensuite ils ont réussi à suivre, on va dire, les fronts, à rester sur le même front au moment des alizés, alors que pour les IMOCA, pour les Ocean 50, ces alizés, c'est vraiment la galère. On a rarement vu des alizés aussi compliqués, c'est-à-dire que là, il n'y a vraiment pas une situation stable pour choper les alizés. Ça fait depuis plus de 10 ans que je regarde des courses à la voile. J'ai jamais vu vraiment une situation aussi compliquée au niveau des alizés. Là, c'est vraiment un enfer, avec notamment des zones complètement sans vent. C'est ce qu'est en train de vivre Gilles Lamiré, mais c'est ce qu'a vécu hier, notamment Armel Lecléache. Ce qu'a vécu aussi Samantha Davis. Enfin voilà, des conditions assez compliquées pour les Ocean 50 et d'autres bateaux. Et on voit que Éric Perron, lui, a du vent un peu plus régulier. Le problème, c'est qu'il est obligé de faire un énorme détour. Ça risque d'être compliqué pour remonter dans le classement pour Éric Perron sur comme il faut. Puis les petits dédous, il a perdu pas mal de temps quand même par rapport à ses petits compères. C'est vrai que quand on regarde la moyenne sur les 24 dernières heures, Erwan Leroux, 15 nœuds, 13,8 pour Primonial, 14 nœuds pour Quentin Vlaminck, alors que Armel Tripon a seulement réalisé 11 nœuds sur la même période. Donc forcément, tout le monde remonte un petit peu sur lui. Du côté des IMOCA, ça s'est resserré énormément du côté des IMOCA. On pourrait peut-être même avoir un changement de leader dans les prochaines heures si ça continue comme ça. Avec Charlie Dalin qui hier avait beaucoup d'avance, il avait 80 000 nautiques d'avance sur Linky Daout, et ce matin, à 15h, il n'en a plus que 20 000 et ça descend depuis ce matin. Je regarde la carte. Il y a un moment, il y avait 40 000 nautiques et ça décroît énormément. Et sur les 2 dernières heures, il a perdu 8-9 000 nautiques d'avance sur Thomas Ruyant. Avec Linky Daout, il a peut-être mieux senti le changement de situation. 3e, Jérémy Bayou à seulement 64 000 nautiques. Parce qu'en fait, la situation pour eux est meilleure que pour les 2 leaders. C'est-à-dire que même Thomas Ruyant est dans une situation de vent qui n'est pas exceptionnelle. Alors que Jérémy Bayou, Paul Meillat, Kevin Escoffier, les 3 sont dans des conditions de vent vraiment très très bonnes. Méfions-nous également de Maxime Sorel et de Justine Métro qui vont extrêmement vite sur les 24 dernières heures. Donc vraiment, il y a une bagarre à 7 qui est en train de se former. Ce peloton de tête qui est composé de 7 concurrents va extrêmement vite. Et surtout, les 2 hommes de tête ne sont pas les plus rapides. Sur les 4 dernières heures, 13 nœuds pour Apivia, 13 nœuds 7 pour Thomas Ruyant, alors qu'on a 15 nœuds 4 pour Paul Meillat, 18 nœuds pour Jérémy Bayou, 18 nœuds sur les 4 dernières heures, et Kevin Escoffier, 20 nœuds de vitesse. Donc c'est-à-dire qu'il rattrape énormément de temps en ce moment, ces concurrents-là. Même Justine Métro est à 12 nœuds, 16 nœuds 8 pour Maxime Sorel avec son nouveau bateau VNB Montbana-Mayenne. Ça va être très intéressant cette bagarre en IMOCA parce que la flotte, vraiment, les 7 hommes de tête se sont vraiment resserrés dans cette situation et que hier, un Kevin Escoffier avait 115, 120 000 nautiques de retard, il n'en a plus que 87. Et Montbana également, Maxime Sorel, tout le monde reprend du temps sur les 2 hommes de tête. Voilà, donc rien n'est joué encore chez les IMOCA. La bagarre va être très très belle jusque dans les dernières heures de course. Ils sont à 1300 000 nautiques de l'arrivée, c'est-à-dire à, je pense, au moins 2 jours et demi, 3 jours encore de course pour ces concurrents en IMOCA. Donc il va se passer encore beaucoup de choses. On passe aux classes 40. Classe 40, la situation s'est à peu près stabilisée avec un Johan Richomme qui emmène la meute des bateaux pour le moment. Il a désormais 40 000 nautiques d'avance sur Xavier Macaire. Xavier Macaire qui est en grosse bagarre avec Corotin Douguet
pour le moment pour la deuxième place entre Groupe SNEF et Keguiner Innoveo. Et on voit que Johan Richomme a encore repris 5-6 000 nautiques. Alors surtout sur les 2 dernières heures, parce que ce matin, quand j'ai regardé à midi 13h, il y avait à peu près 30 000, 32, 33 000 nautiques d'écart. Et puis là, l'écart a augmenté de nouveau pour passer la barre des 40 000 nautiques. Et sur ces bateaux-là, 40 000 nautiques, c'est à peu près 2 heures. Parce que c'est des bateaux qui ont du mal quand même à atteindre les 20 nœuds, il faut le dire. Donc c'est plus de 2 heures d'avance désormais pour Johan Richomme sur ces 2 compères. Et puis quatrième, Ambrogio Beccaria à la Grande Pirelli qui fait pour le moment une course très intéressante. Simon Coster sur Banque du Léman est 5e. On retrouve ensuite Antoine Carpentier sur Redman, je vais le faire dans le bon sens et dans le bon ordre. Alberto Bona et puis Luc Berry. Je pense que ces 8 concurrents là peuvent encore se battre pour la victoire, même si par exemple un Luc Berry est déjà à 3h30, 4h. Donc ça commence à être compliqué, mais je pense que ces 8 concurrents là sont encore en capacité d'aller chercher notre ami Johan Richomme, parce qu'en fait un Luc Berry n'est qu'à 40 000 nautiques de la deuxième place. Donc 40 000 nautiques, c'est plus très loin. Certes, il est loin, on va dire, de Johan Richomme, mais derrière, c'est encore assez serré, hein, donc il y a un beau paquet. Ensuite, on retrouve Martin Lepape et Nicolas Dété devant Quito de Pavan. J'ai oublié de parler des IMOCA, je suis passé un peu vite là sur la classe 40, je vais revenir sur les IMOCA, un petit peu le bordel aujourd'hui. Juste pour vous dire que à partir de la 8e place, on ne peut plus jouer la gagne, hein. On est à 414 000 nautiques, il y a vraiment un deuxième peloton qui s'est formé avec Isabelle Diocheux, notamment Benjamin Dutreux, Sébastien Marseille. Sur Montcourtier Énergie, Agir Ensemble, on n'avait pas parlé. Sébastien Marseille, il est très proche de l'orthodromie et surtout, c'est le premier concurrent sur un bateau qui n'est pas à foil, hein, il est à dépasser Lazare. On retrouve ensuite Nicolas Troussel, Pipe Air sur Medalia, qui remonte au fur et à mesure des jours dans le classement. Elle était partie assez loin, Pipe Air, elle était 25e, 26e, et puis là ça fait depuis 2 jours qu'elle est bien remontée dans le classement. On retrouve ensuite Yannick Bestaven, Romain Athanasio, Tanguy Le Turquet qui hier était 10e et désormais 15e, hein. Il a perdu un petit peu de temps dans la journée, mais on voit que là on est sur un deuxième peloton avec Arnaud Boissière, et puis je dirais que ça s'arrête à Cora de Coleman qui est 17e. Louis Duc remonte également dans le top 20 désormais. Il a même dépassé Antoine Cornic. On rappelle Louis Duc qui avait décidé de prendre une voie extrêmement nord, qui n'a pas forcément extrêmement bien marché, hein, cette solution nord qui a été tentée également par Wilfried Clerton. Elle n'a pas marché, elle n'a pas fonctionné, on le voit. Alan Roura, 22e désormais, il est sorti du top 20, c'est un peu compliqué quand même pour Alan Roura, surtout qu'il a un bateau neuf et on peut le comparer en fait son bateau à Justine Métro, qu'à l'ancien Charal, lui il a l'ancien Hugo Boss. La comparaison fait mal entre les deux Suisses parce que Justine Métro s'en sort beaucoup mieux qu'Alan Roura, donc c'est un petit peu décevant pour le moment du côté d'Alan Roura avec un bateau qui est très rapide. Il est en fait assez loin, 22e seulement, avec des bateaux, il est devancé notamment par des bateaux qui n'ont pas de foil, donc ça aussi c'est vraiment décevant je trouve, la course d'Alan Roura. On retrouve Eric Bellion 24e, Boris Herman 26e sur un bateau tout neuf qui a l'air d'avoir des petits soucis techniques. Pareil pour Initiative Cœur, alors qui est tombé en plus dans une zone sans vent. Initiative Cœur, vraiment dans de la pétole complet, 3 nœuds 6 seulement sur les 24 dernières heures, puis elle a dû réparer, elle a eu pas mal de problèmes techniques, Samantha Davis, depuis le début de course, donc c'est un bateau qui a encore un petit peu de mal, contrairement à Charal et PRB et Holcim PRB ou PRB Holcim, je sais plus dans quel sens il faut le dire, qui sont très performants avec des bateaux neufs, et puis donc ils sont toujours 34 en course du côté des IMOCA. Je poursuis avec les Roms Multi, on va reprendre le bon ordre. Du côté des Roms Multi, nous sommes à un peu moins de 2000 nautiques de l'arrivée, et là aussi ça se resserre du côté des Roms Multi. On pensait que Gilles Bucanaout avait pris un petit peu de marche sur ses adversaires Roland Jourdain et Loïc Escoffier, sauf que Roland Jourdain a fait plutôt une journée très bonne. Il a repris une quarantaine de mille nautiques de retard, parce qu'hier c'était à peu près entre 90 et 95 000 nautiques d'écart entre les deux, et là il n'y a plus que 60 000 nautiques d'écart, donc un beau retour du côté de Roland Jourdain. 7,6 nœuds sur les 24 dernières heures, 10 nœuds sur les 4 dernières heures, alors que Gilles Bucanaout est à 8,9 nœuds sur les 4 dernières heures et 6,1 sur les 24 dernières heures et 8,9 sur les 4 dernières heures. Je vais y arriver à tout remettre dans l'ordre, donc ça va un petit peu plus vite du côté de Roland Jourdain. Loïc Escoffier aussi va un petit peu plus vite que l'homme de tête sur l'Audi Group, donc c'est intéressant de voir la course
Et puis même le quatrième, hein, GDD Alvar Mabir, est repassé sous les 200 000 nautiques. Il est désormais à 183 000 nautiques. Marc Guillemot également a repris un petit peu du poil de la bête. Ça va un petit peu plus vite. Donc c'est l'homme de tête qui se retrouve dans des conditions peut-être pas simples. Sur ce bâton, on continue hein, avec le top 10. Marc Guillemot, donc 5e, Gwen Chapalin 6, Fabrice Payan 7e, 8e, Étienne Orcher 2, Thomas Lurton 9e et Charlie Capel 10e. J'ai oublié de revérifier le bateau de Thomas Lurton sur le site internet. Enfin, je pense que ça doit se retrouver sur internet. Les informations sur le bateau de Thomas Lurton, qui je crois est un bateau qui est assez intéressant. On retrouve ensuite Laurent Teimer sur Happy et Philippe Poupon sur Flo, toujours 12e. Mais il y a un match très intéressant même avec les deux a cappella de Laurent Teimer et Charlie Capel. Un Philippe Poupon, Charlie Capel, ça va nous rappeler les courses au large dans les années 80-90. Et puis on passe au rhum mono. Du côté des rhum mono, la course toujours complètement exemplaire de Jean-Pierre Dick, qui est largement devant. Je crois que c'est peut-être la course où il y a le moins de suspense désormais, parce qu'à part gros problème technique pour Jean-Pierre Dick, qui est à 2100 000 nautiques de l'arrivée à peu près, il a quand même 150 000 d'avance sur Catherine Chabot, plus la compensation de temps qui va arriver pour avoir aidé Brieux Maisonneuve. Il va prendre encore 10 heures. Là, il a quasiment une journée d'avance sur Catherine Chabot, hein, grosso modo en termes de temps. Donc ça va être... ouais, ça va être... Alors je dis pas ouais, une journée d'avance, oui. Un peu moins d'une journée d'avance, mais il a au moins 20 heures, 22 heures d'avance sur Catherine Chabot, donc ça risque d'être compliqué d'aller le chercher derrière. On a Willy Bissinte, mais c'est parce que Wilfried Clerton est encore non localisé. Wilfried Clerton, ça fait au moins depuis 3-4 jours que sur la moitié des classements, il n'est pas localisé. Donc normalement, Wilfried Clerton il était 3e devant Willy Bissinte, et donc 5e Olivier Nousguern sur Elora, et Comorgue 2, Gilles Colubi 6e, Pendwick qui est un petit peu plus en difficulté depuis 2 jours et 7e, Guy Pronier 8e, Rémi Guérin 9e et Jean Bastien Billard est 10e devant Belladonna, Race for Pure Ocean et SOS Pare-brise Daniel Calard qui avait dû réparer pour des petits soucis techniques. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!